Alors bonjour les amis, bon on est arrivé à Bordeaux, on est à Bordeaux d'ailleurs, on s'est arrêté au le village du lac, le camping Le Village du Lac à Bordeaux. Bon l'emplacement c'est pas le top hein, parce qu'on est juste à côté d'une route là qui circule beaucoup, donc à partir de 6 h du matin j'étais réveillé. Mais comme on est arrivé tard hier soir, donc c'est une des raisons pour laquelle on peut trop rien dire. On va vous faire un petit tour quand même du camping. Le cadre est sympa autrement. Comme vous pouvez le voir, avec des canards et tout. Alors il y a un petit plan d'eau comme vous pouvez voir. Il y a des mobil-homes tout autour. Non, pas des mobil-homes, des petits chalets tout autour. Alors quand on est ici, c'est vrai que c'est très calme. Alors l'entrée du camping, avec la réception. Ce qu'il y a dans le camping. Activité à faire. Non, comme ça. Oui, c'est ça. Alors là maintenant on prend le tram, direction le centre-ville de Bordeaux. Faut que tu valides. On va aller récupérer le tram sur Bordeaux. On va aller dans le centre de Bordeaux. Voilà, on est en train de marcher dans Bordeaux. On va faire découvrir un peu tout ce qu'il y a. Et ben en fait, il y a des rendez-vous tous les mois. On est dans le centre de Bordeaux là. Alors là, par contre, on rentre dans la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux. La rue la plus commerçante de Bordeaux. Et ben voilà. On mange un kebab. Si. Plutôt en revenant du truc. Comme tu veux. Ah ouais, alors donc on n'a pas le temps là. Ouais. Alors on va goûter une spécialité du coin là, les cannelés.
Alors on a pris des cannelés normaux. Je vais aux toilettes. Ouais. Ok. Merci. Bon, on va se faire une petite balade en tuk-tuk électrique hein, pour visiter Bordeaux. De Bordeaux. S'il y a quelque chose que je dis en français qui n'est pas français, n'hésitez pas à me dire oui, c'est pas français, j'ai rien compris. C'est vrai que je fais beaucoup plus de tours en anglais, en étant moitié américaine, moitié française. Donc c'est un peu plus simple pour moi de parler en anglais, mais bon, c'est bon. Les Français que j'ai eu ce matin, ils me disent c'était très bien. La banque de France. La banque de France. La banque de France. De rien. Alors donc aujourd'hui on va vraiment focaliser du 15e au 18e siècle parce que c'est vraiment tout ce qui reste dans la ville de Bordeaux. Et puis là on est parti. Puis je vais essayer d'aller lentement avec quelques monuments, comme ça vous avez la chance de prendre des photos. On va commencer ici à la place des Quinconces, on va descendre sur les quais, on va descendre les quais pendant un petit moment. Alors il y aura du trafic, je vais allumer le petit ampli, puis après on va repartir dans les petits trucs. Alors pendant tout le trajet vous allez pouvoir. Ok, juste allumer ça qui est juste derrière vous, hop. Est-ce que vous avez fait du tuk-tuk original à essence? Non plus. Non plus. Alors c'est bon. Oui. Alors tout le monde est bien attaché? Oui. Parfait, on est parti. À ma gauche, parce qu'il y a beaucoup de sens unique ici à Bordeaux, comme vous avez probablement déjà remarqué. Hop. Alors donc, comme je vous disais, aujourd'hui je vais vraiment focaliser du 15e au 18e siècle, mais bien sûr l'histoire de Bordeaux commence il y a très très longtemps, mais bon, 55 minutes c'est pas assez longtemps pour vous raconter tout en une fois. Alors donc on va commencer avec notre premier monument qui date de la fin du 18e, début 19e siècle, le monument aux Girondins. Alors il faut savoir qu'ici à Bordeaux, comme beaucoup de grandes villes, il y a eu beaucoup de passages. On va s'arrêter juste à côté, comme ça vous allez pouvoir la voir du côté gauche. Mais donc beaucoup de passages, il y a eu les Anglais qui sont passés, et on a été sous le règne anglais pendant 300 ans, puis après les Français, puis après les Allemands, ainsi de suite. Mais donc, le monument aux Girondins a été ajouté à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, pour rendre hommage aux Girondins à l'époque qui se sont fait massacrer pendant la Révolution par les montagnards. Alors, ils ont construit ce beau monument, vous allez voir, avec la Génie de la Liberté qui est juste en haut de la tour et qui est en train de briser ses chaînes. Et vous allez voir, dans une main, elle a un bout de chaîne, dans l'autre, elle a une palme, la palme de paix. Et donc la Génie nous fait face parce qu'à l'époque, avant le 18e, toute la ville de Bordeaux était derrière nous. Il n'y avait rien de l'autre côté. Les Chartrons, donc, qui est de l'autre côté du monument, est venu bien plus tard, quand il y a beaucoup de groupes religieux qui sont venus s'installer ici à Bordeaux. Donc je vais m'arrêter juste à côté, comme ça vous pouvez le voir. Mais donc ce monument a été construit pour rendre hommage aux Girondins qui ont vraiment été massacrés pour aucune bonne raison. Comme la plupart des guerres, hein. De toute façon, c'est l'histoire qui se remet en démarche. Mais donc vous voyez tout en haut la Génie de la Liberté et en bas nous avons des statues qui sont vraiment formidables à aller voir et elles sont très spéciales parce que ce sont des originaux. On n'a pas beaucoup d'originaux ici en Europe parce que bien sûr après le passage des Allemands, ils prenaient ces statues, ils les faisaient fondre pour faire plus d'ammunition en fait. Mais ceux-là, on a été typé par un Allemand et donc on a pu les cacher. La place des Quinconces que vous voyez ici juste au milieu. La place des Quinconces est une des plus grandes places esplanades d'Europe, de France. Elle fait 12 hectares de large. Et Quinconces fait référence aux arbres qui sont plantés en quinconce. Vous pouvez vraiment le voir ici sur ma droite, les arbres en carré, en 4 qui sont plantés à côté, à côté, à côté. Alors donc ils ont rénové la place des Quinconces
au 18-19e siècle parce qu'en fait, ils voulaient rassembler toute la ville de Bordeaux. Parce que, comme je disais avant, la ville de Bordeaux c'était vraiment sur la droite et les Chartrons c'était sur la gauche où il y avait tous les groupes internationaux qui étaient venus s'installer ici, en ville. Alors donc quand ils ont rénové la place, c'était vraiment pour créer une unité pour la ville entière, que ce soit pas les Français d'un côté et les internationaux de l'autre côté. Internationaux, merci. C'est très bien, à la fin de ce tour, je crois que mon français va être 10 fois mieux. Alors donc une autre chose à savoir, c'est qu'ici à Bordeaux, nous avons été sous le règne anglais pour 300 ans. Et donc nous, en tant que Bordelais, on était très contents d'être sous le règne anglais parce que pendant cette époque, sous Éléonore d'Aquitaine et Henri II, nous avons commencé à vendre notre vin et on vendait nos vins aux Anglais et on ne devait pas payer de taxes. Alors donc pendant cette période, nous avons eu beaucoup d'argent qui est rentré dans la ville de Bordeaux, qui nous a permis à construire et à créer cette ville formidable que vous avez devant vous aujourd'hui. Bien sûr, nous avons eu la guerre des 100 ans. Et après ça, nous sommes redevenus français. Donc à cette époque, sous Charles VII, nous devions sortir, on va dire, de notre périmètre de business pour aller chercher d'autres acheteurs pour notre vin. Et c'est là qu'on a commencé à aller aux Amériques. On a commencé aussi à faire partie du triangle d'or de commerce. Alors on ramenait aussi des esclaves. Alors bien sûr aujourd'hui, on est très fiers du côté vin, qu'on continue à ce jour. Pas trop du côté esclave, mais ça fait partie de notre histoire. À la droite, donc vers l'ancienne cité, la vieille ville. Alors on va longer un peu les quais qui vraiment a été rénové récemment par notre maire Monsieur Juppé, et donc c'est un peu devenu la promenade des Anglais, mais la promenade de Bordeaux, comme à Nice, très très populaire. Pendant l'été, nous avons beaucoup d'animations qui se passent ici tous les matins. Il y a tous les Bordelais en fait qui viennent se rassembler ici. On en est très très fiers. De Bordeaux et pourquoi la plupart des monuments ils sont vraiment rassemblés aussi près de l'un et de l'autre, c'est qu'à l'époque, la ville, l'ancienne cité de Bordeaux, la vieille ville, était entourée par un muraille. C'était une ville fortifiée. Il n'y avait que deux entrées principales que je vais vous montrer un peu plus tard dans le tour. Et bien sûr, à cause de tous ces sens uniques, on fait l'histoire un peu à l'envers. Alors ici, on va arriver à Place de la Bourse, qui est notre deuxième arrêt. Je vais m'arrêter au milieu, comme ça vous pouvez bien prendre des photos. Mais donc, la ville de Bordeaux, la vieille ville de Bordeaux, était entourée par une muraille. Et donc cette muraille, pour la première fois au XVIIIe siècle, a été cassée, brisée. Alors pourquoi ? Au XVIIIe siècle, ils n'avaient plus besoin de cette fortification. Et donc, au XVIIIe siècle, ils ont cassé la muraille juste ici devant vous. Alors vous avez le monument, le bâtiment Gabriel et Fils qui est juste derrière la fontaine. Et c'est là exactement où ils ont cassé la muraille pour la première fois. Alors c'est important à savoir parce que au XVIIIe siècle, on a créé un port ici, à Place de la Bourse. Et c'était le deuxième port après le port de Londres. Alors un peu pour vous donner une image de l'importance de Bordeaux dans l'histoire. On avait un grand port à Londres et le deuxième était ici. Et donc c'était devenu un peu la place royale, on va dire. Et il y avait tous les élites qui venaient et qui se promenaient et qui montraient un peu aux autres élites, voici ce que j'ai acheté. Le bateau arrivé ici pour décharger. Juste en haut de toutes les petites fenêtres, vous avez les élites de cette époque. Ils voulaient s'immortaliser, on va dire, dans l'histoire de Bordeaux, donc ils ont fait graver leur visage, et c'est ce que vous voyez au-dessus de toutes les petites fenêtres. La fontaine que vous avez juste devant le bâtiment Gabriel et Fils s'appelle les Trois Grâces. On a rénové la ville entière. Alors il y a eu beaucoup de changements et c'est sous Monsieur Tourny, notre architecte, que nous avons pu rénover la ville pour qu'il y ait un ensemble total. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Alors ça date vraiment du 18e. Alors donc on va regarder de l'autre côté maintenant. Et là vous avez bien sûr un ajout qui est d'aujourd'hui, du 20e siècle, c'est pas de l'époque. Notre grand miroir d'eau. Et là c'est super où tous les enfants y viennent jouer. Il n'y a que 2 cm d'eau
dessus. Et c'est pas allumé tout le temps, mais la meilleure partie de ce miroir d'eau, c'est que le soir, quand ils allument toutes les lumières de la place, c'est reflété dans le miroir d'eau. Donc c'est l'endroit le plus photographié ici à Bordeaux, très très populaire. Et comme j'ai dit là, puisqu'il fait un peu plus froid, les enfants ils viennent pas se baigner. Alors là vous pouvez actuellement le voir. Et juste derrière, vous avez aussi le pont de pierre. Le pont de pierre ici sur ma gauche, qui a été commandé par Napoléon Bonaparte. Bien sûr, il n'a jamais vu la fin de la construction parce qu'elle a été vraiment finie à la fin du 18e, début 19e siècle. Alors donc aussi, 18e siècle, la première fois qui connectait les deux rives. Alors il y avait beaucoup plus de passages qui rentraient dans la ville. Donc même si c'est à la même époque que la rénovation de la ville de Bordeaux, vous voyez, le style est complètement différent. Mais ils ont construit donc ce pont pour rattacher les deux rives. Avant ça, ils devaient utiliser des taxis d'eau pour aller d'un côté à l'autre. Alors ça a permis à beaucoup plus de population piétonne, on va dire, à rentrer dans la ville, en faisant de Bordeaux très très populaire. Enfin, il y avait beaucoup de passages. Et nous allons continuer tout droit et je vais vous emmener donc à la première porte principale de la ville de Bordeaux, la porte Caillot. Et on va s'arrêter juste devant, elle va se situer sur notre droite. Et là on va un peu longer donc la vieille ville pour y arriver. Donc la porte Caillot qui était l'entrée principale pour les bateaux. Alors quand je dis bateau, il faut savoir qu'avant le XVIIIe siècle, on ne pouvait pas rentrer avec les bateaux dans la ville. Et il y avait deux canals qui rentraient dans la ville de Bordeaux, donc qui rentraient par cette porte. Et on va s'arrêter juste devant et stationner au milieu, comme ça vous pouvez bien la voir. Ah, voilà. Alors donc comme vous voyez, il y a vraiment un espace de chaque côté de la porte. Et en fait, il y avait deux canals qui rentraient dans la ville. Il y en a un qui passait par la droite et un qui ressortait par la gauche. Alors les gros bateaux, quand ils arrivaient à Bordeaux, ils déchargeaient, ils mettaient sur des barges assez petites qui pouvaient rentrer dans la ville. Et ils rentraient, ils sortaient comme ça. Bien sûr, au 18e, quand ils ont créé le port, ils n'avaient plus besoin d'utiliser cette porte avec les barges qui rentraient et qui sortaient. Donc à chaque fois que les bateaux revenaient de leur voyage, ils étaient avides, mais ils avaient besoin de mettre des pierres au fond des bateaux pour pas qu'ils basculent trop sur la mer. Et donc ces pierres qu'ils ont mis au fond du bateau, ils ont utilisé ces pierres pour paver les rues. Et donc la rue derrière la porte Caillot est la première rue à être pavée ici à Bordeaux. Première chose que les gens y voyaient, et juste derrière, un quartier très sympathique si vous voulez revenir. Il y a aussi un petit musée tout à fait en haut. Donc si vous avez la chance, vous pouvez monter en haut et ça vous donne un peu plus d'histoire, on va dire, sur la ville. Et vous voyez les petits trous, on peut voir aussi que c'était une ville fortifiée, donc les petits trous servaient à soit jeter de l'huile, des pierres et tout pour protéger la ville de Bordeaux. Vous avez eu vos photos? Oui. C'est bon? Je préfère demander parce que des fois on prend des photos et on... Il faut bien savoir que la cathédrale la basilique de Saint-Michel et la flèche Saint-Michel sont en dehors de la vieille ville. Et on va aussi s'éloigner de cette route où il y a beaucoup de bruit. À ma droite. Nous allons rentrer donc dans le quartier Saint-Michel. Alors le quartier Saint-Michel est très populaire aujourd'hui, c'est un peu notre quartier international. C'est aussi très populaire parce qu'il y a le marché qui se déroule ici sur cette grande place le samedi, dimanche et lundi, excusez-moi. Alors tout ce qui est brocante, antiquaire, marché de fruits et légumes se passe ici pendant le week-end. Pour la basilique et la flèche, elle est très importante parce qu'elle fait partie du chemin de Compostelle pour tous les pèlerins qui viennent à Bordeaux. On a toujours aujourd'hui des trains qui sont remplis, qui viennent à Bordeaux justement pour venir ici à la basilique et à la flèche. Alors donc vous pouvez voir style gothique flamboyant, l'architecture, et petit à petit on va longer le côté de la basilique et vous allez voir que ça devient de plus en plus noir.
Alors donc à l'époque, avant que M. Juppé arrive et devienne maire, l'ensemble de la ville était grise et noire comme ça. On va s'arrêter là, hop, normalement ils peuvent passer. Alors attention à vos pieds et à vos mains. Alors donc ici derrière vous, vous avez donc la basilique de Saint-Michel. Elle a été commencée au XIVe siècle et elle a été finie au XVIe. Alors ça a pris très longtemps pour qu'ils la finissent. C'est une basilique, une église pour les pèlerins qui arrivent ici. Au milieu de la construction, ils se sont dit on a besoin d'un signe pour attirer l'attention des pèlerins qui viennent. Alors au XVe siècle, ils ont décidé d'ajouter la flèche Saint-Michel. Alors ils ont ajouté la flèche Saint-Michel, elle a été construite au-dessus d'un cimetière, et quand ils l'ont construit, ils ont trouvé cette momie. Ils ont décidé à l'époque, ça serait une superbe idée, de mettre les momies en display pour les gens qui venaient ici. On a eu beaucoup d'écrivains et de philosophes qui sont venus s'inspirer donc de ces momies. Victor Hugo était l'un d'eux, et bien plus tard, il a écrit Les Misérables. Alors ça a marché pour lui. Et il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai eu une cliente qui est venue avec nous, et elle a fait sa première communion ici à la basilique, et quand elle était petite, c'était le jeu pour les enfants de sortir de l'église et d'aller dans la crypte toucher la langue des momies. Alors, oui, ils étaient en formation, mais on m'a dit que ça vaut vraiment la peine d'aller à l'intérieur, c'est très beau. Alors, ma question pour vous. Rempart. Alors vous voyez cette rue qui vous emmène donc à la grosse cloche, c'est ici où il y avait un de ces murs. Alors donc au 18e, quand M. Tourny est arrivé, il a rénové l'ensemble de la ville. Imaginez-vous que les petites rues étaient beaucoup plus petites de ce qu'on voit aujourd'hui, et à l'époque on n'avait pas un système de toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec les pots de chambre? Ça passait par la fenêtre. Alors, vous pouvez imaginer qu'à l'époque, ça sentait très mauvais. Il y avait beaucoup de maladies et donc il fallait faire quelque chose. Et donc, on n'avait plus besoin d'avoir ces petites rues de la ville fortifiée. Les murs ne servaient à rien. Alors, ça a été rénové sous les instructions de Tourny. Les pierres de la muraille ont été utilisées pour rénover la ville et reconstruire des appartements. Les allées ont été agrandies et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'arbres dans toutes les rues. Moi, ça m'a quand même perturbé quand je suis arrivée ici qu'il n'y avait aucune plantation d'arbres dans toutes les rues. Et en fait, ça a été fait exprès. Donc, quand ils ont élargi les avenues, il ne devait pas avoir d'arbres pour qu'il y ait plus d'air qui passe dans la ville pour enlever l'odeur, pour enlever les saletés et pour enlever les maladies qui pouvaient propager. Merci. Allez-y maintenant. Et là, on rentre dans le quartier de Saint-Pierre. Et ici, c'est un peu le quartier, on va dire, hippie chic. Alors donc il y a beaucoup de petits magasins bio, il y a une petite esplanade juste devant où vous pouvez prendre un verre, manger un bout. C'est un quartier très populaire aussi, beaucoup plus calme, donc on va dire que Saint-Michel. Moi c'est le quartier que je préfère pour sortir avec mes amis ici à Bordeaux. Mais ici sur ma gauche, et là vous avez un peu le soleil dans le visage, mais voici une aperçu donc de la grosse cloche. Aussi un ajout du XVe siècle, il y a une grosse cloche dessus. Comme vous avez vu, elle fait 2 mètres de haut, elle pèse 7800 kg. Alors donc c'est la grosse cloche. C'est un peu le bébé de Bordeaux, on va dire. On l'a super bien rénovée, elle est très belle. Juste en dessous de la cloche, vous avez une horloge astrologique, un des seuls de ce genre qu'on peut trouver au sud de la Loire. Et donc la porte a été ajoutée au XVe siècle, mais elle a été construite juste devant, juste au-dessus, je veux dire, sur la première église construite ici à Bordeaux, donc l'église Saint-Éloi. Alors si vous revenez dans ce quartier et vous voulez voir l'église et la porte d'un peu plus près et de l'autre côté, pour voir une belle vue, vous pouvez revenir et donc visiter l'église Saint-Éloi. Alors donc c'était la porte principale, on va dire, pour les piétons, la grosse cloche. Et ici on est à Place Fernand-Lafargue, et Place Fernand-Lafargue était où il y avait le marché.
Donc c'est très petit, hein, mais ils n'avaient pas besoin de beaucoup de place. Hein. Alors donc c'était ici qu'il y avait le marché et aussi où ils pendaient les gens. Il fallait une animation à l'époque. Et donc c'était l'animation du temps. Et nous allons continuer. Je vais vous amener donc un peu plus près de la grande cathédrale. Et nous allons passer au-dessus des traces du tramway. Mais en fait, juste en dessous, vous allez voir juste derrière le feu, juste en dessous, il y a un de ces canaux dont je vous parlais, qui passait, où les barges pouvaient amener donc tout ce qui déchargeait des bateaux. C'était pas très loin donc de la place. Il y avait un plan pour tout. Là, messieurs, si vous voulez venir faire du shopping, c'est vraiment un quartier shopping, messieurs. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le commentaire, messieurs, c'est pour vous ici. Enfin. Alors donc on va continuer tout droit. Alors là maintenant, juste en dessous de cette avenue pour Alsace et Lorraine, juste en dessous de nous il y a un canal. C'est ce qu'on me dit, hein. Moi je suis pas descendue voir. Ah oui non, là je viens juste de faire les catacombes à Paris, c'était cool, mais bon, aller voir les canals, pas trop. Non, voilà, exactement. Ah, et là, le trafic, le stationnement, bien sûr, qui fait partie de toute la ville de Bordeaux. Mais ici, on est en train d'emprunter la rue du Louvre. Alors donc, à l'époque, même très religieux, oui, mais aussi très superstitieux. Alors donc, dans la plupart des vieilles villes, on trouve au moins une ou deux rues qui a été nommée après un animal dont ils avaient peur. Alors ici donc la rue du Loup. Avec le temps bien sûr on s'est un peu amusé avec le nom et donc nous avons aussi des petits restaurants, Mangez-moi, Croque-moi, Croque-Loup. Alors donc quand je traduis ça en anglais ça marche pas trop bien, mais en français ça marche. Et ne vous inquiétez pas mesdames, nous avons aussi le shopping pour vous. On va passer ici à travers la rue Sainte-Catherine. Donc vous en avez probablement déjà entendu parler de la rue Sainte-Catherine. C'est la plus longue rue piétonne commerciale de France. Elle fait 1250 mètres de long. Vous pouvez y passer des heures et des heures à faire du shopping, à droite et à gauche. Et donc maintenant les boutiques ont ouvert, il va y avoir beaucoup de passages. Mais moi je dis toujours c'est mieux de rentrer dans les petites rues d'abord, vraiment, de garder le gros shopping pour la fin parce que vous allez être vraiment très fatigué après ça. Ici on va passer vite fait à côté, mais c'est un ancien hôtel particulier où ils disent avoir la plus vieille piscine de Bordeaux. Mais il y a beaucoup d'hôtels particuliers ici à Bordeaux qu'ils n'ont pas pu rénover pour faire, on va dire, plusieurs studios, appartements. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est classé UNESCO. Alors c'est protégé. Ça date du 18e. Bien sûr, on a les voitures, les motos et tout le reste. Mais la ville elle-même n'a pas changé, on va dire, vraiment du 18e siècle. Et si on veut changer des choses à l'intérieur, il faut vraiment faire beaucoup de papier. Ici en France, c'est x10. Alors donc pour garder ces monuments. Alors il y a quelques hôtels particuliers qui sont devenus des banques parce qu'ils pouvaient utiliser les grands espaces, mais sinon la plupart sont restés vides. Celui-là que je viens juste de vous montrer à l'époque était utilisé pour archiver tous les documents de Bordeaux. Et ici nous arrivons donc à notre deuxième grande cathédrale, la cathédrale de Saint-André, qui est à l'intérieur de la vieille ville. Alors donc cette église a été construite exactement en même temps que la basilique Saint-Michel, a été commencée au XIVe siècle, elle a été finie au XVIe et
exactement comme à Saint-Michel, ils ont décidé d'ajouter la tour au 15e. Alors donc ici on est au milieu de la vieille ville. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit la tour Péberlan qui a été nommée après un archevêque très aimé? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont... Les fesses elles chauffent? On peut l'éteindre. Ça va, tout le monde a acheté chaud? Je vais les éteindre. Voilà. Je veux bien, ouais. Ouais, ça chauffe. Hein. Ça chauffe dur. Ouais. Alors donc, quand ils ont ajouté la tour Péberlan, ils l'ont séparée de l'église, pas parce que le sol était marécageux ici, mais parce qu'il y a beaucoup de cloches à l'intérieur. Alors quand il y avait toutes les cloches qui sonnaient, ils avaient peur que les vibrations en fait cassent l'église. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de cloches ici dans cette tour? Parce que la cathédrale Saint-André, c'est notre cathédrale royale, on va dire. On a eu 2 mariages royaux à l'intérieur. Le premier, j'ai mentionné Éléonore d'Aquitaine et Henri II, mais ça c'était son 2e mariage. Elle a été mariée une première fois avec Louis VII quand elle avait 15 ans. Et elle n'a pas pu avoir de fils, donc ils ont divorcé, qui était très différent, on va dire, à l'époque, parce que bon, la plupart du temps, les femmes et on passait à la prochaine, quoi. Mais là, ils se sont divorcés et plus tard, elle a épousé donc Henri II, qui était à la base français, Monsieur Plan, j'arrive jamais à dire son nom, Plantagenet, Genet, merci. Et donc, qui est devenu le roi d'Angleterre, Henri II. Donc ça c'était le premier mariage royal qu'on a eu ici. Le deuxième c'était le bébé d'Espagne, Anne d'Autriche qui a épousé, excusez-moi, Louis XIII, ici dans cette église. Alors pourquoi Bordeaux? Parce que c'est exactement le point du milieu, pas qu'une personne fasse un pas de plus que l'autre. Alors donc ils se sont aussi mariés dans cette église. Bien plus tard, nous avons eu la reine d'Angleterre qui est arrivée ici, qui a visité notre église. Elle a trouvé ça magnifique. Alors on a eu, on va dire, le tampon d'approval stamp, approbation de la reine d'Angleterre, alors c'est bon quoi. Alors comme vous voyez aussi beaucoup de rénovations qui se passent sur l'église, ça prend très longtemps, on peut pas juste prendre un power washer et refaire la face, alors ça prend beaucoup de temps. On va passer à côté, vous allez voir l'entrée principale. Il y a aussi une entrée royale dans cette église qui est juste derrière, c'est juste une grosse porte. On voit en fait, elle n'est pas très impressionnante, mais c'est quand même l'entrée royale qui arrive en dessous des orgues qui sont en fait en haut. Mais là on va voir sur le côté de l'entrée principale qui a été rénovée et on va vous donner une aperçu aussi donc de notre hôtel de ville. Et là comme vous voyez l'hôtel de ville qui s'appelait à l'époque le palais Rohan. C'était un palais où les archevêques habitaient. Et c'est donc devenu l'hôtel de ville où M. Juppé a son bureau. Et nous allons passer aussi juste à côté de cette statue. Alors la statue est donc pour le maire qui était avant lui, M. Jacques Chaban-Delmas, un résistant qui était très aimé par la ville de Bordeaux. Quand moi je suis arrivée à Bordeaux, parce que ça fait que 1 an et demi que je suis là, je me demandais pourquoi les gens ils aimaient M. Jacques Chaban-Delmas, parce que quand il est arrivé à Bordeaux, il n'a pas fait grand chose pour la ville. En fait, c'était un peu son plan de retraite quand il est arrivé ici. Il s'occupait de toutes ses copines et jouait au tennis. Et donc, pendant cette époque, la ville est devenue très noire, très grise, donc on a besoin de faire toutes ces rénovations. Et à l'époque, on l'appelait la Belle Endormie. La ville, mais avant de devenir le maire donc, de la ville, c'était un résistant, il a fait beaucoup, on va dire, pour la France en tant que Premier ministre et pour les lois de travail. Et nous on va partir à la droite et on va passer juste devant le quartier Mariadec. Alors tout ce que je vous montre aujourd'hui c'est classé UNESCO, donc on ne peut pas, comme je vous disais, le changer comme on veut. Et là on va partir à la droite devant le quartier Mariadec. On ne va pas rentrer à l'intérieur parce qu'en fait je fais toujours la comparaison de Mariadec avec la Défense à Paris. C'est vraiment où il y a tous les bureaux. Alors sauf si vous êtes très intéressé à l'architecture et de voir les façades des bâtiments, il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur de Mariadec. Et c'est pour ça que nous on passe juste à côté. Voilà. Beaucoup de rattachements entre Bordeaux et Paris. Et donc ici, on
en direction de la place Gambetta. Et comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de petites esplanades avec beaucoup d'arbres. Alors donc ici c'est un endroit très populaire pour surtout les jeunes couples, les couples de tout âge, mais vraiment pour les premiers rendez-vous on va dire. Et elle a été récemment rénovée, ils sont encore en train de travailler dessus. Alors donc comme vous allez le voir, la place Gambetta, très jolie, beaucoup d'arbres, l'endroit où les jeunes se rencontrent, mais il faut savoir qu'elle n'a pas toujours eu une histoire aussi joyeuse, on va dire. C'était ici qui gardait la guillotine. Et donc c'est ici que 372 têtes sont tombées. Alors quand on dit ça aux jeunes qui viennent juste d'avoir leur premier petit rendez-vous, le visage devient très blanc et ils se disent oh là là. Et donc ici on va longer autour et juste un petit commentaire on va dire sur les Romains qui ont commencé beaucoup de grandes villes, mais ici vous allez voir donc la porte de Joc qui est un ajout du 18e, mais ils voulaient faire référence aux Romains qui avaient commencé donc la ville. Quand les Romains y passaient, ils commençaient leur ville, ils faisaient deux tracés principales en forme de croix. Et donc cette porte, la porte d'Ijoux, et de l'autre côté sur les quais vous avez la porte de Bourgogne, en fait fait chaque côté donc de ces rues principales. C'est pour ça que nous avons ça. Et quand ils l'ont construite, ils ont fait référence au temple, donc c'est pour ça qu'elle a cette aire romanesque. On va essayer de reprendre toutes les différentes villes. Là, ça vous montre combien de kilomètres ils y sont. Alors ça, c'est exactement le centre de Bordeaux. C'est joli, hein? Enfin, c'est pas très grand, mais c'est très joli. Il y a combien de kilomètres de où 256. Ah, très bien. Ils sont là de la rue principale. Mais c'est pas mal, on n'a pas attendu si longtemps que ça. Alors, parfait, je vais vous donner un peu plus d'informations donc sur les cannelés. Alors, à l'époque, comme aujourd'hui, on vend beaucoup de vin. Mais la seule différence entre à l'époque et maintenant, c'est que maintenant, on a des machines pour nous aider à filtrer le vin. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait pour filtrer le vin? On utilisait des blancs d'œufs. On utilisait par tonneau 5 blancs d'œufs pour mettre en dehors et ça faisait un peu comme un aimant pour attirer toutes les saletés du vin. Et donc on avait beaucoup de jaunes d'œufs qui nous restaient. On a parlé un tout petit peu des chartrons et en fait les chartrons c'est tous les groupes religieux se sont accumulés on va dire parce qu'en partant aux Amériques, en allant chercher du business ailleurs pour vendre notre vin, on a attiré l'attention de beaucoup de pays. Et donc tous ces groupes religieux différents sont arrivés et les nonnes donc des chartrons se sont mis ensemble et elles avaient le droit de rentrer dans les bateaux après qu'ils aient déchargé, de trouver ce qu'elles trouvaient, elles pouvaient le prendre gratos. Elles n'avaient pas besoin de payer. Alors un peu de rhum, un peu de farine, enfin, tout ce qu'elles trouvaient, elles pouvaient le garder. Les jaunes d'œufs, on leur a donné. Elles ont créé cette recette top secrète. Elles ont créé les cannelés. Et les cannelés, à l'époque, il faut savoir que c'était la nourriture pour les pauvres. C'était pas la nourriture pour l'homme commun. Bien sûr, les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu la fierté de Bordeaux. Donc, avec son petit coup de rhum à l'intérieur. Et la recette n'est plus top secrète, on peut la trouver sur internet avec 3 clics. On est ici, à notre triangle d'or. À cause de la manifestation, je ne vais pas aller à droite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici dans ce quartier, vous voyez quartier Garel et Dinvan, quelques boutiques de bijoux, mais à l'époque, au 18e, ici, les bâtiments faisaient le quartier de bijoutiers. C'était ici que les gens y venaient acheter leurs bijoux. Et ça continue tout droit là-bas jusqu'au bout et ça fait un triangle en fait. Mais on va pas aller là-bas parce que la manif vient juste d'arriver là-bas.
nous on va couper ici et on va aller autour des grands hommes, la place des grands hommes. Ici c'est le quartier chic, ça a toujours été le quartier chic et ça reste le quartier chic. Ici vous avez un vieux marché couvert, à l'intérieur il y a beaucoup de petits magasins et en bas tout au fond il y a un carrefour. Si vous avez un peu de shopping à faire ou vous voulez prendre un pique-nique, vous avez l'option qui est en bas. Alors pourquoi la place des grands hommes? Chaque rue qui est autour de ce marché porte le nom d'un de ces philosophes ou écrivains. Alors rue Voltaire, rue Montesquieu, toutes les petites rues sont nommées après eux. Alors au 18e, c'était vraiment l'âge d'or, on va dire. Tous les philosophes venaient se rassembler ici. C'était pas à Paris, c'était ici à Bordeaux même. Donc ils venaient ici pour créer de nouvelles idées pour les générations futures. Pour montrer de nouveau que Bordeaux était quand même très très important. Même si on a beaucoup le premier, le plus grand et tout ça, il y a quand même une validité dans la ville de Bordeaux, on va dire. Parlis, notre architecte, il a eu des allées qui sont nommées après lui. Et on va arriver au bout, là ils sont en train de préparer pour le marché de Noël, alors on ne le voit pas très bien, mais on va tourner à droite, nous et aller en direction du Grand Opéra. Et sur ma gauche, vous allez voir la statue qui a été mise en place pour M. Tourny. Je vais m'arrêter vite fait, c'est un peu loin, ils sont en train de construire la ligne de tram qu'ils veulent ajouter à Bordeaux. C'est pour ça que le côté Chartron, tout cela c'est un peu difficile. Mais donc ici à ma gauche, vous allez voir de loin la statue pour Monsieur Tourny. Vous la voyez? Oui. Voilà. Alors nous on va continuer tout droit et on va s'arrêter juste à côté des gens qui manifestent devant le Grand Opéra. Ils vont aller pour le moment vers place de la Bourse. Mais le Grand Opéra est notre dernier arrêt et on connaît tous l'histoire des trois mousquetaires. Alors, Cardinal Richelieu, le méchant, son petit-neveu est celui qui a commandé la construction de notre Grand Opéra ici à Bordeaux. Elle a été finie au XVIIIe siècle. Alors donc, il paraît que le reste de la ville, on regarde l'architecture. Et en haut, vous allez voir 12 statues. Et ces 12 statues représentent 9 muses et 3 déesses. Chacune d'elles représente un des arts qui est joué dans